Bien, on reprend. J'ai quelques petits soucis. J'espère que ça va se gérer en interne au niveau de la partie informatique. Mais a priori, ça devrait aller. Ok, là, le son est bon. La vidéo aussi. C'est reparti. Alors, je vous présente à l'issue de la première partie des vidéos une vidéo qui va permettre de créer une maquette numérique de niveau 1, c'est-à-dire un seul niveau, mais qui va prendre en compte la création des niveaux, des murs, des cloisons, des portes intérieures, des menuiseries extérieures, des faux plafonds, de création de coupes. En fait, c'est un peu tout ce qu'on a vu, mais aussi l'élaboration de planchers, de sous-bassements, des fondations et la mise en place d'une toiture, tout ça sur un terrain naturel. Voilà, l'application, elle est définie dans les documents. Je vais vous l'afficher plutôt que vous le partager parce que c'est un peu compliqué d'envoyer les documents à distance aujourd'hui. J'ai de nombreux contretemps. Enfin, j'espère que le son sera de bonne qualité, hein. Mais voilà, je vais partager l'écran avec vous pour vous présenter le nom du TD que vous allez pouvoir suivre pas à pas. Donc TDRA 2.1, donc vestiaire sous Revit, voilà comment il s'appelle. Donc c'est vraiment basé sur la partie architecturale où on va modéliser les éléments. Ça nous permet de prendre en main l'outil informatique. Alors je vais ici partager mon écran pour que vous puissiez bien voir l'ensemble du document. Et voilà le support. Donc voilà la maquette sur laquelle on va travailler, les différents niveaux. Donc la création de projets, donc ça ne doit plus vous poser de soucis. Je vais en profiter pour vous expliquer une petite information complémentaire qui est très intéressante. Alors voilà la maquette sur laquelle on a bossé précédemment. Donc pensez à l'enregistrer au fur et à mesure que vous allez avancer. Et on peut se dire que dans la démarche d'initiation à cet utilitaire, on voit que l'aspect gabarit et travail collaboratif est important. C'est-à-dire que si quelqu'un va développer des familles ou des éléments ou une forme de présentation qui peut être intéressante pour nous, ou parmi les fichiers, s'il y a certains fichiers qui sont déjà assez bien élaborés, assez bien avancés, on veut récupérer pour se fabriquer nous-mêmes notre gabarit perso, on va pouvoir transférer les normes d'un projet vers un autre projet. Donc il faut ouvrir les deux projets en parallèle, donc les deux fichiers Revit en même temps sur l'outil ici, et ensuite purger les éléments qui sont inutilisés pour pas transvaser tout et n'importe quoi. Mais on peut, alors là ça se passe au niveau de l'onglet gérer, hein, bien sûr. Donc je vais vous montrer dans la démarche comment ça se passe, mais il faudra aller basculer ici et regarder dans les paramètres. Alors, si je fais un nouveau projet, je clique sur Nouveau projet. Il va me demander sur quel gabarit je veux me baser. Je vais faire toujours gabarit architectural pour l'instant. Je crée un nouveau projet. Je valide. Donc, il utilise un gabarit 2016. Il doit rebasculer en 2017. Il va enregistrer. Et donc là, il me met une page vierge. Mais n'oubliez pas que si je déroule ici, j'ai toutes mes vues de mon autre projet qui sont toujours ouvertes. Donc là, si je ferme tout, je vais fermer aussi mon projet précédent, donc c'est pas l'objectif. Mais je vais sur cette nouvelle page où je développe ici plan de détail, j'ai que le niveau 0, 1, 2 et le plan de base. Bien, donc là, je suis bien tout en haut sur l'intitulé projet 2. Et si je veux travailler correctement, je fais enregistrer sous projet et je vais l'enregistrer sur mon bureau dans mon répertoire BIM 032 et je vais l'appeler TDRA 2.1. 2, 1, et je vais mettre un C pour la partie, entre parenthèses, correction, quoi. Ok. Je valide. Donc, j'ai deux projets qui sont ouverts en parallèle, et je vais aller dans celui qui veut récupérer les données, et l'autre étant ouvert en arrière-plan. Donc, je suis dessus, et je vais aller maintenant retourner dans l'onglet Gérer, et je vais pouvoir d'abord purger les éléments non utilisés, mais il faut le faire dans l'autre, bien sûr. Ça, j'ai pas besoin de le faire pour l'instant. Et je vais transformer les normes de dessin. Et on voit apparaître ici, copier depuis. Il a repéré que le projet qui est ouvert derrière en arrière-plan, c'est le TDRA1C.
Et voilà les éléments que je peux récupérer. Il y a un listing avec tout ce qui concerne mon dessin et qui peut être dans l'un mais pas dans l'autre. Donc je peux tout désélectionner, sélectionner que les gabarits de vue par exemple, ou les annotations ou certains paramètres, donc des calculs de surface, de volume ou quoi, où je peux tout récupérer, tout basculer d'un projet à un autre. Alors ces boutons-là, dans les paramètres protégés, vous allez pouvoir les visualiser aussi, mais ça peut être intéressant à observer. Ah oui, il y avait le nord géographique, je n'en ai pas parlé sur la vidéo précédente, on va le voir sur cette vidéo-là, ça se passera ici dans l'emplacement du projet, c'est assez intuitif, on pourra le regarder juste après, à l'issue de cette vidéo. Bien, donc ça c'était au démarrage. Donc cette méthodologie de récupération des données du précédent dessin, c'est surtout intéressant au niveau des gabarits. Vous avez mis des éléments en place et pour étayer votre gabarit, vous allez pouvoir les utiliser comme ça. Donc ça c'est la première chose. Donc ensuite, euh, on va aller dans l'élévation S. Donc on suit en fait le support pas à pas. Et dans l'élévation Est ici, j'ai la même chose que dans le support écrit. Je vais créer un niveau supplémentaire. Donc je vais dans l'onglet architectural, je vais cliquer sur niveau et je vais lui demander de me créer des niveaux complémentaires. Donc là, je vais sélectionner ici. Et je vais venir m'aligner en détectant ici le niveau en dessous. Je viens m'aligner là. Et on va créer combien de niveaux comme ça? On va regarder le listing final pour changer après les valeurs. Hop, les codes de niveau du projet sont définis. Donc 1, 2, 3, 4 niveaux. 1, 2, 3, 4 niveaux. Là, c'est bon. Ensuite, je change les noms de chacun de ces niveaux. Je clique sur l'information ici du niveau. Donc une fois que j'ai fait un deuxième clic, alors on laisse un petit peu de temps, et je vais taper 01 espace, donc 01 espace, mur 2, soubassement. Je valide, il va renommer les vues correspondantes, pas de souci. Et la cote de niveau, on va mettre moins 1 mètre. Le niveau 1, même chose, je vais l'appeler 02 RDC. Je change sa cote et je la mets à la cote 0. Pour un peu plus de lisibilité, ici, je sélectionne, je fais échappe 2 fois, je sélectionne ici, je vais faire un petit coup de brisure pour pouvoir un petit peu mieux visualiser mes différentes élévations et les informations qui sont dessus. Donc là, je refais une sélection de ma cote de niveau. Ici, je sélectionne sur le titre et je vais taper 03, pardon, faux plafond. Je valide. Voulez-vous renommer? Oui. Il le fait automatiquement dans l'arborescence de notre projet. Je change la cote de niveau pour mettre 2.5. Je valide. Et le dernier, je sélectionne mon trait de niveau, le texte, 04, arase des murs. Je valide. Voulez-vous? J'accepte. Et la cote 2.70. Donc, même chose pour pouvoir, hop, je brise et je remonte l'info un peu plus haut pour bien voir mes différents niveaux. Alors, c'est intéressant parce que là, on est en cote projet, on n'est pas en cote NGF, je dirais. Mais on pourrait très bien améliorer un petit peu les choses en ajoutant ces cotes NGF sur notre projet. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous êtes sur cette ligne qui s'appelle ligne de niveau, vous allez bien sûr pouvoir modifier le type. Alors, dans la modification du type, vous avez tout ce qui concerne les caractéristiques de votre projet. Alors, le point de base de notre élévation, ici, c'est le point de base projet, mais on pourrait très bien prendre le point de base topographique. En faisant cette modification sur la famille
ligne de niveau, et a priori j'en ai qu'une, je vais modifier sur l'ensemble de la famille, c'est-à-dire sur toutes les lignes de niveau qui sont ici. Il n'y a aucune information qui a été modifiée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas défini de code de niveau projet NGF. Il va falloir aller dans l'onglet ici, gérer, et je vais aller dans mes coordonnées, spécifier les coordonnées du point. Je vais sélectionner un des points ici de code d'altitude 0. J'imagine que c'est l'altitude de notre chantier extérieur. Et son élévation, je vais pouvoir lui donner une valeur de, par exemple, 123,456 mètres. Je valide OK. Et vous voyez que toutes les valeurs numériques sont mises en place, non plus par rapport à une code projet, mais en code NGF, donc lié à notre définition donc, de point topographique et non pas de point projet. Donc si je reviens ici à point de base de projet, je valide OK et il rebascule tout. Alors c'est intéressant d'avoir les deux, c'est-à-dire se mettre en cote 0, 2,50 m, 2,70 m, mais d'avoir aussi les cotes NGF en parallèle sur le même plan. Alors pour faire ça, pour avoir les deux, ben, on va passer par le biais d'annotation, c'est-à-dire qu'on va faire une annotation des codes d'élévation pour pouvoir appliquer sur notre projet des codes d'élévation. Par exemple ici, je vais appliquer une code d'élévation. Plutôt, alors attendez, je vais la mettre, ouais, là. On va la mettre ici. Après, on pourra la déplacer. Et voilà une cote, une annotation de code d'élévation. Là où la ligne d'élévation, la ligne de niveau était rattachée, c'est la définition. Si je bouge cette valeur numérique, enfin cette position de ligne bleue, donc je fais 2 fois échat pour vous montrer. Si je clique sur cette ligne de niveau ici, je change le niveau. C'est lié à mon modèle 3D en fait. Alors que ça, c'est simplement, ce qui est en noir ici, c'est une cotation d'élévation. Et comme on a géré la cote de la ligne de niveau, donc ici, si je clique dessus, donc la ligne de niveau qu'on avait ici, on l'avait gérée avec un point de projet et un point topographique. On va pouvoir faire la même chose avec euh, notre cote d'élévation. Donc si je clique dessus, j'ai ces propriétés qui s'affichent dans la barre qui est ici. Je vais faire modifier le type. Et cette fois-ci, je peux bien sûr enlever, par exemple, des informations qui sont liées à ma cotation, à ma cote d'élévation. Donc je vais pouvoir mettre par exemple un suffixe, alors attendez, il faut que je retrouve, indicateur de texte, indicateur, voilà. Donc ici, dans origine de l'élévation, j'ai point de base, je peux très bien appliquer le point de topographie. Si je fais appliquer la valeur numérique, on ne la voit pas pour l'instant à l'affichage, mais là maintenant on la voit sur le côté, elle est passée à 123,45. Mais le reste n'a pas été changé. En fait, j'ai fait une cotation en valeur topo sur mon élévation pour faire le point. Alors bien sûr, je pourrais en mettre d'autres au-dessus, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc on peut mettre un suffixe, alors je sais plus si c'était ça ici, suffixe. On va mettre NGF, on va vérifier qu'il le fait bien, on va faire appliquer, hop, non, ça c'est suffixe d'unité, c'était pas ça, c'était Ah, faut que je retrouve emplacement, indication de l'élévation, origine de l'élévation, préfixe, ah voilà, préfixe, préfixe, indicateur d'élévation comme préfixe suffixe. On va mettre suffixe, indicateur. Et je pense que c'est ça, NGF. On va enlever le NGF qui est là, ça sert à rien. On fait appliquer, on va vérifier qu'il l'a bien mis. Non, il l'a pas mis. Alors là, ça y est, j'ai un trou, je ne sais plus comment on fait pour ajouter. Alors si on n'arrive pas à le mettre ici, il vaut mieux le mettre peut-être directement ici. On va faire appliquer. Et ici, on clique dessus et on a dans ses propriétés ici suffixe de valeur. Et on va mettre NGF, c'est plus simple. On fait appliquer
et il va me rajouter le NGF de ce côté-là. Donc de la même manière, je vais pouvoir, si je sors de ma commande ici, je vais pouvoir faire une autre cote d'élévation et rajouter une cote d'élévation. Vous voyez que automatiquement, il va pouvoir le modifier. Alors là où je l'ai fait pour le premier, je peux le modifier de la même manière pour le deuxième. Alors là, c'est bien suffixe de valeur supérieur, suffixe de valeur, suffixe de valeur. Alors je ne le retrouve pas là-dedans. Je sais plus pourquoi. Étiquette originalisation. Ça alors. Tac, comme suffixe, préfixe. Bon, je sais plus. Ici, on doit pouvoir le rajouter pour qu'il le fasse automatiquement sur toutes les valeurs, mais j'arrive plus à retrouver l'inclusion où est-ce qu'il faut le définir. Alors bien sûr, on peut copier les propriétés, hein, mais il suffit ici de mettre en place suffixe valeur et on choisit NGF et on va pouvoir le faire à chaque fois. On fait appliquer et il va le rajouter. Donc ça, c'est comme pour de la cotation, mais on va pouvoir superposer nos deux types d'éléments. Alors bien sûr, on pourrait carrément les faire épouser l'un à l'autre en les décalant un tout petit peu ou en changeant la désignation. On on peut travailler en fonction de ce qu'on veut présenter par la suite en termes de rendu. Bien. Alors, les élévations, c'est vu. Et on va passer maintenant à la création de murs. On va aller sur notre plan du rez-de-chaussée, le plan 2 rez-de-chaussée. On peut faire un double-clic molette centrale pour centrer sur notre élément. On va aller sur le mur porteur, ici, architecture mur porteur. Et on va aller générer un mur générique de base de 200. On va dérouler pour prendre parpaing plus isolant de 10. Donc ici, extérieur, parpaing, isolant 10, ça marche. Donc là, on a bien l'élément. Toujours pareil, une fois qu'on a mis en place ces éléments, il faut vérifier que dans la Smart Bar, on est en train de tracer sur la hauteur et qu'au lieu d'être sans contrainte, on va tracer jusqu'à la race des murs, donc le niveau, enfin la partie 4, qu'on va tracer l'axe et qu'on va chaîner les murs les uns par rapport aux autres. Donc au lieu d'être à l'axe du mur, ici, on a des codes qui nous sont définis dans l'énoncé avec le nu fini extérieur. Donc on va justifier nu fini extérieur. À partir des modifications qui ont été faites ici, je vais pouvoir cliquer à l'écran en plein centre, aller vers la droite et taper une cote au clavier de 8,50 m, 8.5, entrée. Je donne une direction maintenant vers le bas avec une cote de 4,10, entrée. Je vais vers la gauche, je vais matérialiser ici l'amorce et à la perpendiculaire, j'arrête mon trait et je viens verrouiller sur mon point de départ et j'ai mon cube qui se met en place euh, à l'intérieur de l'élément. Donc il doit faire, si je fais échappe 2 fois, si je sélectionne un mur quel qu'il soit, je vais pouvoir, en cliquant sur les petits boutons, le faire basculer et vérifier les cotes. Donc là, je viens de vérifier la cote de 4,10 m. Je peux vérifier de l'autre côté. Je clique une fois sur les petits gris bleus, ça se décale. Et je vais pouvoir, de la même manière, cliquer sur ce mur-là, les grippes bleues pour décaler, pour vérifier le 8,50 m. Ça paraît être correct. On va passer maintenant aux cloisons intérieures. Même chose que précédemment. On va faire échappe de ma commande, revenir sur mur,
Mur, cette fois-ci, on va sélectionner mur architectural. On va prendre intérieur plâtre, intérieur générique, intérieur 70 mm. Dans la Smart Bar ici, on va créer les éléments sur la hauteur jusqu'au niveau 3, faux plafond. Vérifie les infos ici en termes de décalage inférieur-supérieur. Il ne doit pas y avoir d'informations particulières. Ensuite, on va venir zoomer et sélectionner ici le mur de gauche pour placer ici, on va sélectionner sur le mur donc on va avoir du mal à voir 1 mètre ici, voilà, ici. Euh, 1 mètre, donc je me mets ici à 1 mètre, voilà. Toc toc toc. Justification, est-ce qu'on a mis à l'axe du mur? On va mettre nu fini extérieur, nu fini extérieur. Ok. Alors on dit. Alors, on est à la page 13 ici, au niveau du placement de notre cloison. Donc, je vais passer comme échelle à 50e. Je préfère travailler quand même directement à la bonne échelle. On a les boutons ici qui permettent de tracer en fonction de certaines options de DAO, mais là, on n'a pas spécialement besoin. On va se placer à 1,30 m. Alors, 1,30 m de la partie intérieure de notre cloison. Donc là, on se décale sur la ligne, et dès qu'on a 1,30 m, on peut tracer. On a mis le nu fini intérieur, donc c'est bon. On va descendre ici sur une longueur de 2,40 m. On peut aller même carrément jusqu'en bas, jusqu'au mur ici. Voilà. Donc je fais échappe. Regardez ce qu'il a fait. Il a automatiquement mis en place la liaison entre le dur et le dur, en laissant l'isolant de part et d'autre. Ensuite, on va se décaler à 1 mètre d'en haut, ici. Donc si je me décale d'1 mètre, je vais pouvoir de la même manière venir faire la jonction au niveau de mes cloisons. Je fais échappe pour sortir de la commande et voilà la cloison qui est tracée. On va faire la même chose. On veut vérifier que notre cloison est bien implantée. On a bien 1,23 m de nu à nu. Donc ça paraît être cohérent. Si c'est pas bon, on peut la changer directement ici en allant cliquer sur la valeur et taper 1,60 m. Et la cloison va être modifiée automatiquement. On va rajouter une porte intérieure. Tout ça, on l'avait vu dans le précédent dessin. Normalement, ça ne devrait pas vous poser de soucis. Donc, on va pouvoir ici prendre une porte intérieure de 73 par 2,04. On la positionne. Si vous n'avez pas de porte, il suffit de modifier. On place une porte comme on veut. On va le mettre à 50-50 de part et d'autre. Donc, lui, il équilibre correctement. Et on va changer l'orientation de notre ouverture. Donc si je fais 2 fois échappe, je resélectionne ma porte, je vais pouvoir gérer son sens d'ouverture et d'inverser le sens de la pose. Alors pourquoi j'arrive pas à inverser de l'autre côté? Si c'est là, voilà, pardon, hop. Donc là, ça correspond bien au schéma. Ah non, c'était bien comme j'avais fait. Donc c'était comme ça que c'est indiqué sur l'énoncé. Donc là, je sélectionne l'élément. Dans les propriétés, c'est quand même intéressant d'aller regarder. On a un identifiant, c'est son numéro, on peut le modifier. Ça peut être intéressant pour les nomenclatures quand on va faire
euh, les quantités, on va mettre ça en place. Donc voilà, pour notre porte, c'est OK. On va faire la même chose pour placer une nouvelle porte. Donc porte ici. Moi, je place un petit peu à la volée directement. Et ensuite, je gère les cotes en tapant ici 0,90 pour venir positionner la porte à 0,90 et 40. Le sens d'ouverture. Alors, c'est pas cette cote-là. On veut l'axe à 0,45. Donc, on va mettre ici 0,45. Et on est entre le nu du mur et l'axe de la porte. On va inverser simplement le sens d'ouverture, comme ceci, 1,94 en bas. Ça a l'air d'être cohérent, pas de problème. Donc voilà ce qu'on a au niveau de notre porte, sauf que là-haut, il faut que j'inverse le sens. A priori, ça doit être comme ceci. Très bien, on va amener des menuiseries extérieures. Ces menuiseries extérieures, on va aller, on sort ici de la commande. Menuiserie extérieure, on est sur fenêtre. Fenêtre, on va aller, donc si vous ne l'avez pas, vous chargez la famille, il faudra charger dans votre répertoire perso. Ensuite, là par exemple, c'est ce qu'on va faire, on va aller chercher dans la famille fenêtre l'élément qui nous intéresse avec volet petit bois, donc avec volet devant au droit. Donc, alors c'est pas porte-fenêtre, hein, c'est devant trop, devant pardon. Alors ça doit pas être ici, c'est pas avec volet. Je crois que c'est dans simple. Devant au droit, voilà, c'est là. C'était dans simple. Hein. Il faudrait faire attention à ça. Donc on fait ouvrir, après c'est pas très grave. Dans notre listing, on a les dimensions, il faut descendre pour aller jusqu'au 1,20 m. Et on va prendre du 1,20 m par 1,35 m. Donc 1,35 ne doit plus être très loin. 1,20 m par 1,35 m, appui béton, on a les dimensions qui sont définies ici. On valide OK et il nous charge la menuiserie à l'intérieur de notre élément. Mais cette fois-ci, il faut placer la fenêtre du bon côté. Donc là, une fois qu'elle a été positionnée, on va venir changer la valeur pour mettre à 4,29 ici et à 70 de l'autre côté. On en place une deuxième sous le même principe. Cette fois-ci, on veut être à 1,10 m. Alors là, c'est pas le 1,10 m correctement installé. Ici, je vais changer 1,10. Je valide et il met à 2,59 de l'axe de l'autre menuiserie. Ça a l'air d'être correct. Alors, on vérifie maintenant. Alors, c'est peut-être pas positionner l'axe de la fenêtre à 1,111 de la cloison. Alors, on va vérifier. C'est peut-être pas ce que j'ai fait. Non, en fait, il faut le faire ici. 1,11. Et l'autre à 2,90. Alors, si on en modifie une, l'autre est modifiée. Donc pour le faire, il vaut mieux caler ici. Et ensuite, échappe, je sélectionne l'autre. Et je vais faire 2,90 pour la deuxième. En fonction de la cotation. 2,90, 1,58, 1,59 ou 1,58, donc peu importe, 2,50. Ça, il suffit de cliquer ici, 2,51, 2,90. Voilà. Fenêtre. Alors, si vous n'avez pas exactement les mêmes valeurs, c'est pas très grave, c'est le principe qui est intéressant ici sur cette application-là. On va en profiter maintenant, toujours en chargeant dans la famille ici, lorsqu'on est dans nos fenêtres. On va charger la famille et récupérer une fenêtre, cette fois-ci avec volet petit bois, mais on va prendre inventaire droit. Donc fenêtre, on a dit simple, inventaire droit. Ouvrir. Alors, les fournisseurs de menuiserie vont vous donner aussi des fichiers type RFA. Donc, en fonction de ce que vous avez comme... ouais, remplacer la version existante. Alors, il en a déjà chargé un dans le projet. Non, c'est pas bon. Alors, on va refaire, fenêtre.
inventail droit, et au niveau des dimensions, on a choisi 0,6 par 0,75. Donc là, il faut que je refasse charger la famille. Fenêtre, simple, inventail droit, ouvrir. Faut quand même mettre deux inventails droit. Bon, c'est pas grave. On va aller sur inventail droit. On va faire modifier le type. On va dupliquer la valeur. OK. Et on va changer. Si je fais charger, il ne voudra pas. Bon, c'est pas grave. C'est étonnant qu'il ne puisse pas le faire automatiquement. Là, j'ai changé la valeur. Je vais le faire ici en modifiant, en renommant la valeur. Je vais mettre 0,60 fois 0,75. C'est une façon de faire. Faites attention, là, j'ai changé que le nom. Donc là, je vais maintenant modifier les valeurs en hauteur. Hauteur, c'était 0,75. Largeur, c'est 0,6 si je ne me suis pas trompé. Hauteur de poignet, tout ça, c'est bon. Largeur brute. Alors, hauteur 0,75. Largeur 0,6. Largeur brute 20. Je valide OK. Et je vais pouvoir venir coller ma fenêtre, parce que j'ai pas pu la charger directement, c'est pas très grave. Ici, avec une distance de 80-80. Maintenant, une fois qu'on a mis ça en place, on va prendre une porte pour l'extérieur. Je fais 2 fois échappe pour sortir de la commande, parce que sinon je vais en mettre partout. Je vais aller ici dans porte. Je vais aller de la même manière charger la famille. Je vais aller dans porte. Il doit y avoir quelque chose qui s'appelle entrée ou extérieur. Donc entrée. On va prendre cette porte-là, ou alors double, extérieur double. On va prendre extérieur double, ouvrir. Il va charger dans le projet. Et de la même manière, je vais venir la positionner au centre de mon bâtiment, ici, vers l'intérieur. 1,73 de chaque côté. Je fais échappe 2 fois, puisqu'il essaie d'en mettre partout. Voilà mon modèle qui est établi au niveau de sa géométrie externe, au niveau de l'enveloppe. Maintenant, on va passer à... alors, attendez, juste un petit vérification. Ouais. On va passer à la partie intérieure et au faux plafond. On va sélectionner dans l'arborescence la vue ici, faux plafond. Dans la partie faux plafond, alors on va un petit peu améliorer les choses. On va centrer les élévations pour les placer correctement sur mon dessin, même si ce n'est pas très important. Je vais pouvoir afficher mon cadre, et c'est pas la peine d'avoir un cadre qui est gigantesque. Je vais essayer de cadrer ce que je suis en train de présenter. C'est pour affiner un peu les choses. Donc j'affiche plus le cadre et je fais un double clic molette centrale et là j'ai tout à l'affichage. Je reviens en 1/50e, même sur ma vue faux plafond. Je vais mettre un niveau de détail élevé. Ouais, élevé, bon, même si là on n'a rien qui apparaît, c'est normal parce qu'en fait au niveau du faux plafond, a priori, si je viens sur ma vue 3D, édité par défaut, donc voilà ce que j'ai au niveau de mes cloisons. Mes cloisons arrivent plus bas, mon mur arrive ici. Si je vais sur mon élévation, je m'aperçois que sur mon niveau faux plafond, je suis là. C'est là où je vais éditer en fait, mettre en place mon faux plafond. Donc je suis dans le faux plafond ici et je vais, alors j'ai oublié de mettre une des menuiseries. Alors une des menuiseries, c'est fenêtre. Normalement la dernière est active, il suffit de la placer du bon côté, donc comme ceci, et j'ai dû oublier de la placer. Alors la cote elle est à 50-50 j'imagine, à mi-distance à chaque fois.
Alors, je suis pas au bon niveau, ouais. Ouais, ouais, ça c'est normal, impossible. Donc là, il faut que je revienne dans mon plan du rez-de-chaussée et je remets ma fenêtre au bon endroit. Il faut pas aller trop vite, bien sûr. Voilà. Là, ça paraît être cohérent. Je reviens sur mon niveau de faux plafond. Je vais, dans le ruban, sélectionner ce qui concerne le plafond. Donc, je vais choisir ici plafond. Dans plafond de base, j'ai plafond avec isolant, avec isolation, pardon. Donc, je vais le placer au niveau du faux plafond, le niveau dans lequel je suis situé. Et je vais choisir au niveau des valeurs, pas de décalage par rapport au faux plafond, sinon il va partir n'importe où. Donc, je mets 0, puisque je suis directement au bon endroit. Et je vais garder ma sélection et vous voyez qu'il détecte automatiquement, il est en plafond automatique, il détecte automatiquement le contour, y compris l'isolant. Je peux bien sûr faire une esquisse de plafond en donnant, s'il y a plusieurs contours en fait, en délimitant la zone qui m'intéresse. C'est-à-dire peut-être qu'il y a plusieurs faux plafonds, donc je fais un premier contour, un deuxième contour. Pensez bien à valider à la fin. Donc là, je vais prendre la sélection automatique, pourquoi pas. OK, et une fois que j'ai fait ça, donc plafond automatique, je vais venir sélectionner. Des occurrences identiques figurent, ah oui, parce que j'ai cliqué 2 fois. Les nomenclatures contiendront des... Alors, on va vérifier au niveau de la vue 3D. Donc là, j'ai un faux plafond sur l'ensemble, j'ai un premier faux plafond, je sélectionne, supprimer. Voilà, j'en ai supprimé un des deux, et je reviens en arrière. Comme ça, j'ai mon faux plafond qui est mis en place sur l'ensemble. Si maintenant je me rebascule dans une des vues, je vais venir en vue faux plafond, ici, ou même en rez-de-chaussée plutôt. Et dans la vue du rez-de-chaussée, je vais venir mettre en place dans ma vue, créer une coupe qui va couper. Alors il faut que j'enregistre le projet. Comme j'avais mis un nom au départ, il me l'a enregistré correctement. Et je vais créer ma coupe ici qui passe à l'intérieur de la menuiserie. Je vais agrandir sa zone de visualisation et je vais pouvoir ainsi avoir automatiquement ma coupe. Si vous voulez aller dans la coupe, vous pouvez double-cliquer ici sur la... logiquement, si vous double-cliquez sur la coupe, vous devez, à l'intérieur du cercle, là, vous allez basculer sur la coupe et vous retrouvez en fait ce qui est présenté dans l'énoncé sur le document, la coupe du vestiaire avec les différentes élévations. Donc ça, c'est le contour. Et ça, même chose, la vue, elle est au 1 centième. Vous pouvez la basculer au 1 cinquantième pour que ça soit un peu plus cohérent au niveau de la représentation. On va créer maintenant les planchers. Cette fois-ci, on va se placer au niveau du rez-de-chaussée. On va revenir ici, niveau rez-de-chaussée. On va aller dans l'architecture et on va cliquer sur sol. Et on va choisir sol tout court. Alors sol tout court, ça n'existe plus, on peut le faire de différentes manières, on va mettre dalle architecture. Et on a ici le sol qui est modifié. On va choisir un sol type, bien sûr on a différents types et on peut charger des familles, dalle de 25. Alors bien sûr, il faut bien faire le distinguo entre dalle et dallage en fonction des applications. Là, pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin, mais la jonction avec les murs, ça a son importance. On va venir soit faire par détection, soit venir faire un rectangle, soit tracer avec une ligne d'esquisse. On a plusieurs possibilités. L'outil qui me paraît être le plus judicieux pour moi, c'est ce bouton-là, choisir des lignes, parce qu'en fait, il va détecter des lignes d'appui. Donc si je zoome ici dessus, alors par contre, je ne sais pas pourquoi il va détecter. Hein, alors c'est judicieux, mais quand il met ce contour-là, ça m'inquiète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contour avec des lignes et je vais venir à mon tour. Alors attendez, je vais sortir de la commande, fermer ici. Je vais vérifier, je suis en niveau élevé. J'ai bien mon contour qui est ici. Et si je refais un sol, donc dalle architecturale si on veut, alors là il me détecte bien les murs.
Si je fais choisir des lignes, il les sélectionne mur de base par pain. Donc là, il n'y a pas de décalage, on est d'accord. Si je fais ma commande ligne, il le prend à l'extrémité, donc extrémité. Et on va tracer ici le contour. Alors faites bien attention aux accroches. C'est pas aussi pratique que sur d'autres outils. Alors vous voyez que là, le décalage est pas bon. Il y a un petit décalage. Donc il faut se méfier. On va essayer de l'attraper au mieux. Je vais sortir de la commande. Je vais essayer d'aligner maintenant mes accroches. Donc là, ici, je m'accroche ici au mieux. Je vais prendre lui et le mettre dessus. Voilà, là c'est un peu fastidieux. J'aurais dû faire attention avant ou attraper voilà, les contours. Normalement, il les détecte proprement. Alors bien sûr, on peut supprimer une ligne de tracé et la remettre en place. On peut décaler ponctuellement les lignes une à une pour venir détecter. Et on a une ligne à tracer encore en venant s'accrocher ici. On a l'accroche qui apparaît, mais elle est toute petite. Donc voilà, hop. Une fois que le contour est mis en place, la petite touche verte pour verrouiller et le contour du dallage est dessiné en bleu cette fois-ci. On contrôle toujours dans la vue 3D, double affichage ça serait pratique, mais que la dalle est tracée correctement. Alors la dalle est mise au niveau du rez-de-chaussée, il n'y a pas de décalage, on est sur un contour ici qui affleure le niveau considéré, donc le rez-de-chaussée. Maintenant on va tracer les murs en soubassement. On va de la même manière se placer d'abord, donc je sors de la commande sol, deux fois échappe. Je choisis le plan dans lequel je veux me situer, c'est-à-dire un mur de soubassement. Dans le mur de soubassement, je vais avoir mon affichage ici. Alors c'est vu en plan, hein, c'est coupé au niveau du plan. Alors on n'a pas vu euh, dans ces vues par défaut, ce qu'on n'a pas vu ensemble. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé, mais c'est la plage de vue modifiée. Je découpe à 1,20 m, je regarde jusqu'à 2,30 m au niveau du niveau associé, et je vois vers le bas à moins 1,50 m par rapport au niveau associé. Donc ce que je vois en fait, je suis dans le plan de coupe et je vois le dessous jusqu'à 50 cm en dessous du sol. Après on peut afficher pour avoir le détail. Ça aura son importance, pas pour l'instant, pour la partie archi c'est facile, hein. C'est une vue en bas à 1,20 m, coupé à 1,20 m. Ça pose pas de souci, mais ça sera son importance lorsqu'on veut distinguer les gabarits structure et les gabarits euh, architecte. Donc là, je vais sur le commande mur, mur architectural. Je garde mon générique, et cette fois-ci extérieur voile béton de 20. Si vous l'avez pas, vous dupliquez un des murs et vous changez la composition. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et, et on va tracer ici en hauteur, sans contrainte, avec une hauteur de 0,75 pour aller s'ancrer ici. Et la ligne de justification, l'axe, on l'a pas matérialisé, on n'a pas tracé des traits d'axe, mais on a le nu fini extérieur. Donc ça va nous permettre de venir nous placer. Alors, il y a un petit décalage aussi, c'est vrai que au niveau, là il y a de l'enduit, là il n'y en a pas. C'est pas très très grave, mais on va pouvoir s'aligner ici, quoi qu'il arrive. Alors là, je trace. Là, là. Alors ça demande quand même une gestion 3D un petit peu, enfin avoir une certaine vision des différents niveaux. Donc là je valide, je valide, tac. Alors je sais pas, j'ai tapé entrée ou je suis dans quoi là, hop. L'esquisse est vide, ouais, j'ai dû cliquer sur quelque chose. Je vais revenir sur ma vue 3D pour vérifier qu'il a bien tracé le mur en soubassement comme ceci. Alors là, il y a un problème au niveau de la jonction. J'ai fait sans contrainte sur une hauteur de 0,75.
Euh, hmm, ça c'était bon. Et dans les propriétés, ce que j'ai mis jusqu'au niveau du dessus. C'est ça qui est important. Donc là, j'ai mis jusqu'au niveau rez-de-chaussée, j'ai pas mis. J'ai mis jusqu'au niveau de soutènement. Or, le niveau contrainte supérieure ici, je vais le mettre du rez-de-chaussée et je fais appliquer. Et hop. Alors là, j'ai sélectionné qu'un seul mur. Il faudrait le faire avec les 4 murs. Donc là, le mur, la touche contrôle et vous pouvez faire une sélection multiple. Ensuite, on sélectionne la contrainte et on met rez-de-chaussée, on fait appliquer. Et comme ça permet de boucler l'ensemble. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, les perspectives. Au niveau de la visualisation, on verra à la fin ça. D'accord. Donc là, j'ai la vue en, par exemple, isométrique sud-ouest de mon élément qui est placé. On va créer maintenant les fondations. Cette fois-ci, on passe dans un objectif plutôt de structure. Donc là, on est dans la partie structure, dans l'onglet structure. On va aller sur des semelles filantes. Et dans les semelles filantes, on a des valeurs qui sont par défaut, qu'il va falloir peut-être modifier au niveau des valeurs. Donc 30 cm par 30 cm par 50 cm de hauteur. On peut, on va, est-ce qu'on modifie le type ou pas? Remplacer les largeurs de côté et l'intérieur par 0,15, l'épaisseur de la fondation par 0,20. Alors, donc là, on va modifier le type. On a largeur extérieure, largeur intérieure. Soubassement 30, 30, 50. Donc je vais dupliquer. Je vais l'appeler soubassement 15, 15, 20. C'est un peu petit, mais bon. Je vais enlever les valeurs qui sont après, le 2, ça sert à rien. Ok, donc là, soubassement 15, 15 par 20, je change les valeurs ici pour mettre 0.15, ici 0.15, ici 0.2. Je valide OK. Donc c'est bien le modèle qui est sélectionné maintenant dans mes propriétés. Ensuite, il me demande de l'appliquer au mur. Il faut être dans la vue 3D et il faut sélectionner des murs pour qu'il puisse le faire. Donc là, je sélectionne ce mur-là et il les place automatiquement au niveau des fondations en dessous de la géométrie de mes murs de soubassement. Voilà ce que l'on obtient. On va maintenant créer notre toiture sur notre système. Donc je fais échappe pour sortir la commande de fondation. Je vais aller dans la partie architecture, toiture. On peut faire plusieurs types de tracés de toiture. Donc tracer le contour automatiquement. On peut également faire un tracé par extrusion, un peu comme sous AutoCAD. On trace un V et ensuite on va l'extruder sur une longueur donnée. Le plus simple, toit par face, on va pas le voir, mais toit par tracé, c'est celui qui est le plus simple. Donc là, il va me demander dans quelle vue je veux me placer. Donc là, je vais sortir d'abord de ma commande de toiture. Je vais aller dans la vue qui m'intéresse et on va se placer sur la race des murs. Donc la race des murs ici, pour pouvoir, hop. Alors là, je vois pas dans l'arborescence de mon projet. Alors, je vais sortir de la partie tracée. Je vais revenir sur mon faux plafond, à race des murs. Alors, la race des murs, je vois pas le contenu qui est en dessous, parce que dans mon plan de coupe, il n'y a rien, et les 20 cm ne permettent pas d'aller en profondeur jusqu'au niveau le plus bas. Là, vous avez plusieurs choses, plusieurs manières de faire. Première chose qu'il faut avoir l'habitude de faire, c'est que par exemple dans une élévation, il faut cliquer sur cet élément-là et zone de définition. Alors ça, c'est les étendues. C'était pas ça, c'était pour dire les niveaux qui sont au-dessus et en dessous. Donc là, pour définir les données, je crois qu'il fallait sélectionner et ensuite un clic droit peut-être. Attendez, j'essaie de retrouver. Ta, 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 ta.
Propager les étendues, c'est intéressant aussi, mais c'est pas ça. Je me rappelle plus. Faut que je retrouve. Normalement, il y a un endroit où on dit qui est le niveau au-dessus, qui est le niveau en dessous. Aller au plan de l'étage, non. Remplacer. Chercher les vues associées, non. Mais je trouve plus. Modifier. Eh ben, je sais plus. Bon, écoutez, j'en parlerai une prochaine fois. Mais il y a la possibilité de donner les niveaux qui sont au-dessus, en dessous, en fait. Alors, si je reviens à ce qui me posait problème, au niveau de la race des murs, je ne vois pas ce qui est en dessous. Donc là, je suis obligé de descendre dans l'étendue de ma vue et lui dire que euh, euh, alors c'est toujours pareil, il faut trouver. Voilà, plage de niveau de base et plage de niveau de base à race des murs, plage de niveau orientation du fond de plan. Regardez, c'est logique, c'est marqué vers le bas. Plage de niveau, on va mettre fond de plan pour voir le contour. Donc là, dans le niveau en fond de plan, on va mettre le faux plafond pour voir en fait en fond de plan le contour de notre toiture. Sinon, je ne saurais pas où mettre ma toiture. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux revenir sur toit par tracé. Je vais choisir dans les options ici détecter, choisir des murs. Donc choisir des murs, il va me détecter un mur. Et quand je clique sur le mur, il me met le débord de toit ici dans la Smart Bar en haut de 30 cm, que je vais pouvoir augmenter ou diminuer. Et je vais mettre l'angle d'inclinaison de la toiture. On va laisser 30 degrés, mais normalement, vous, toujours pareil, c'est des codes dynamiques, vous pouvez changer les valeurs numériques. Donc, si je sélectionne les quatre côtés, automatiquement, il fait la jonction avec les débords et la pente. Et une fois qu'on a fini la modification, enfin la création, donc terminé le mode de modification, je valide et il a créé la toiture. Donc là, on se retrouve avec le modèle 3D qui est pratiquement fait. On pourrait procéder à des découpes à l'intérieur de notre modèle pour voir ce que ça donne. Je vous rappelle comment ça se passe. Vous faites un clic droit, vous faites dupliquer la vue avec les détails. Dans cette vue 3D qui est copiée, vous allez la renommer 3D partiel. OK. On va pouvoir, dans cette vue 3D partielle, afficher la zone de coupe. Je clique dessus, appliquer, et maintenant quand je clique sur cette zone de coupe, bien cliquer sur la zone de coupe, sinon ça ne fonctionne pas. Je vais pouvoir gérer avec les flèches ici le contenu et les zones. Donc là, je vais pouvoir également voir que au niveau des jonctions, c'est bien un dallage. Il y a un décalage au niveau de mes murs et donc il n'y a pas de jonction entre les deux. Ensuite, je peux attacher, lier en fait les éléments d'un niveau à l'autre. Quand je clique sur un mur, je peux faire attacher au bas. Donc je peux attacher au point qui est haut. Donc je peux lier en fait les murs en haut. Et de la même manière, ces éléments-là, je peux les attacher au mur pour assurer une définition qui est plus cohérente. Là, c'est pas le cas, c'est un dallage. Sinon, si c'était une dalle qui était portée par les éléments, j'aurais pu le modifier. Ok, on va venir cette fois-ci sur le plan de masse. Et on va pouvoir maintenant générer du terrain naturel sur ce plan de masse. Donc là, le plan de masse est défini par défaut. On va mettre en place une surface topo. La surface topo, c'est dans l'onglet volume et site. Et on va voir ensemble comment créer une surface topo. Quand je clique sur le bouton surface topo, il y a la cote d'élévation qui est indiquée ici. Et je vais pouvoir cliquer à l'écran des points en leur donnant des élévations, en mettant des valeurs numériques, ce qui permettra d'apporter en fait le relief à ma surface, à mon terrain. Donc là, par exemple, dans le support, la surface topo, on vous dit qu'il y a une élévation, il faut la mettre à moins 0,15, moins 0,15. Et sur le plan, un point bas
placer sur le plan un point bas à gauche et un point en haut à gauche. Donc là, imaginons que j'ai un point ici. Il garde toujours l'élévation à moins 0,15, hein. Il est en élévation absolue. Donc ici, ça aussi c'est important. Si vous voulez changer la valeur, regardez ce que ça donne, vous ne pouvez pas pour l'instant. Ensuite, un troisième point et un quatrième point. Bon, on va mettre un troisième point. Et au fur et à mesure que vous placez vos points, vous voyez qu'il crée la surface et qu'il affine la surface. Donc bien sûr, on pourrait changer la valeur ici en mettant moins 0,12. On valide. Et on peut placer un point différent et il va mettre en place, il va réaffiner ma surface. Si je repasse ici, alors là je suis à 0,12. Je me suis trompé, moins 0,15. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas très très grave, parce que j'ai oublié le moins sur la première valeur. On va regarder ce que ça donne en 3D. Donc voilà le 0,12, le moins 0,15. Ça fait des petites buttes en fait. Ça fait un petit sommet sur mon terrain. Donc là, si vous avez un fond de plan AutoCAD, vous allez pouvoir vous appuyer sur les points topographiques du géomètre. Soit vous avez un fond de plan PDF et la même chose, vous avez des codes NGF, vous allez pouvoir vous baser dessus pour pouvoir recaler votre terrain sur votre élément. Alors, ça, c'est une vue purement 3D, bien sûr, de votre objet. On est dans la vue 3D générale avec le terrain. On va pouvoir également, si on fait un clic droit ici, sélectionner une vue d'orientation. Euh, donc ça, c'est sur la vue de 3D partielle, la coupe, l'élévation, le plan d'étage, mais je voulais vous mettre suivant. Alors, si je me remets dans la 3D, dans la vue. Alors, je suis dans la mode édition. Pour l'instant, la surface topo, elle n'a pas été éditée. Si je reviens sur le plan de masse, il n'y a que là que je peux le faire. En fait, il faut que je valide la création de ma surface. Là, elle est créée. Maintenant, si je reviens sur ma vue 3D, j'observe l'ensemble de mon élément de site mis en place. Si je vais sur ma coupe, ce qui est intéressant sur la coupe 3, la coupe 1, c'est qu'on voit que cette fois-ci, il a intégré le sol. Et si on modifie, on voit les fondations, on voit la définition. Alors la toiture, bien sûr, il faut que je monte un peu pour pouvoir visualiser les choses correctement au niveau de ma géométrie. Voilà, comme ceci. Donc sur la coupe, elle a été réactualisée au fur et à mesure. Même chose ici, je vais briser et le mettre au-dessus pour pouvoir voir les choses correctement. Et je voulais vous présenter, alors sur la vue du rez-de-chaussée, si je vais sur l'onglet ici, le disque, je vais prendre le disque, le poser là. Non, c'est pas ça. Il faut juste que je me rappelle comment on fait, parce que j'ai oublié. Donc, si je prends mon vieux cube ici, et que je place, ajuster la fenêtre, non, fermer le... Non, c'était pas ça. Euh... Non, tiens donc, je me rappelle plus. C'était bien sur le niveau du rez-de-chaussée. Ah ouais, non, en fait, si je me rappelle bien, voilà. En fait, si on veut faire une perspective, on a la possibilité de créer ici, dans les options de vue, au lieu de faire une vue 3D, on fait une caméra. Donc la caméra, l'idée c'est de positionner un plan de vue, vous cliquez, vous maintenez, vous donnez la zone que vous voulez observer en fait sur votre terrain et vous sélectionnez. Il va vous créer en fin de compte une vue 3D qui cette fois-ci n'est pas en mode euh, comment dire, c'est pas une vue 3D classique, c'est une vue en perspective avec des points fuyants. Donc vous voyez bien le format qui est tracé et vous allez pouvoir gérer à l'intérieur le style visuel en mettant des ombres, en mettant de la partie 3D. Enfin, c'est des lignes cachées. C'est vous qui allez gérer euh,
par exemple ici en ombré, et on va activer les ombres pour visualiser les choses. Donc là, ça change de l'édition. Alors, c'est pas un objet 3D, bien sûr. Si vous prenez votre cube, que vous le posez ici maintenant, alors si on peut le poser déroulé, c'est là qu'on va pouvoir niveler la caméra. On va pouvoir donner des informations sur notre caméra. On va pouvoir euh, même bouger normalement. Maintenant qu'on a mis ça en place, on peut enregistrer la vue, bien sûr, augmenter ou réduire la distance focale. Donc on va dessus et on réduit ou on écarte notre vision. Alors on peut mettre une image en fond de plan, c'est tout le principe du volet paysager dans les permis d'aménager ou permis de construire. Vous mettez une image, alors bien sûr on va pouvoir mettre en fond de plan notre image et pouvoir insérer sur notre site notre maison. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie visualisation. Tout ça, on l'a vu sur un petit modèle qui est assez basique, assez simple. Bien sûr, il faudra compléter cette présentation avec la partie cotation, annotation des éléments et enfin la partie présentation et impression du document. Alors c'est ce qu'on va faire un peu dans ce qui va suivre, euh, en gardant ce modèle comme support pour la partie cotation. Créer un niveau supplémentaire, mettre des éléments au niveau, ben on aura le même mode de fonctionnement a priori. On a vu, je dirais, l'essentiel de l'initiation à la maquette numérique sous Revit. Bien sûr, il nous restera ensuite à aller vers les éléments de détail pour créer des circulations et gérer tout ce qui va être réalisé, modélisé par le biais de création de surfaces, de nomenclature, c'est-à-dire des tableaux avec les quantités. Et bien sûr, on fera ça sur des différents supports, différentes applications euh, pour étayer la présentation au mieux. Voilà. Je vous remercie de votre attention sur cette partie modélisation architecturale sous Revit. À bientôt.